quand on s'intéresse de près à la comptabilité publique, on découvre qu'en réalité, ce qu'on présente comme un système par répartition ne l'est déjà plus. C'est-à-dire que quand on paye 100 euros de pension de retraite, on n'en finance que 65 par les cotisations. C'est quoi être riche pour toi aujourd'hui en France? Est-ce que c'est un C'est million? Est-ce une- que c'est 10 millions? Est-ce que c'est Enfin, 5 millions? pour moi, c'est une question qui n'a pas de sens. En 2010, on avait encore l'électricité la moins chère au monde, à égalité avec les États-Unis. Et on a laissé cet avantage se dilapider complètement. Justement, en parlant des enfants, donc aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux travailler ou hériter? Bon, c'est une question épineuse. Mais Zuckman en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais, Bonjour Olivier, bonjour Absa. merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content de t'avoir parmi nous. Réciproquement. Parfait. Écoute, avant que je te laisse te présenter et avant qu'on aille en tout cas parler de tous les sujets que tu maîtrises, euh, j'ai une question à chaud là, comme ça, que je voudrais te poser. Je sais pas si tu vois en ce moment, avec l'actualité, il y a le prix de l'essence qui augmente. Ça devient de plus en plus compliqué, en tout cas, d'avoir accès à l'immobilier, en tout cas pour les primo-accédants. Il y a le nouveau plan de finances qui a été voté. Encore une fois, il y aura plein de dépenses. On a l'impression qu'il y a des impôts à n'en plus finir. La plupart, en tout cas, des jeunes, ils sont convaincus qu'ils n'auront pas de retraite. Donc, la question que j'ai pour toi, c'est faut-il quitter la France? Non, non, ce serait trop facile. Enfin, bon, c'est toujours une option pour ceux qui en ont l'envie, pourquoi pas. D'ailleurs, on en reparlera peut-être quand je parlerai de mon parcours, mais j'ai envie de dire que indépendamment du climat économique, moi, je recommande à tous les jeunes qui ont une formation qui permet de le faire, d'essayer de vivre une expérience d'expatriation assez tôt dans leur carrière. Quoi qu'il arrive, c'est bon pour eux. Comment dire, enfin, pour des gens qui ont l'ambition d'accéder à des postes de direction, c'est un accélérateur de capacité d'adaptation à différentes cultures d'entreprise qui est phénoménal. Donc, il faut de toute façon essayer d'engranger ça indépendamment du climat des affaires. Voilà. Ensuite, sur le climat des affaires lui-même, bon, je suis sûr qu'on va en reparler. C'est vrai bon, il y aurait beaucoup de raisons aujourd'hui dans l'environnement franco-français et même international pour s'inquiéter, pour voir le verre à moitié vide. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut absolument éviter de tomber dans le renoncement. Il y a eu d'autres périodes dans l'histoire qui ont été très, très compliquées économiquement pour la France et dont on a réussi à sortir. Et finalement, enfin, l'histoire nous montre que ça n'est jamais insurmontable et que ça peut finalement aller assez vite. Moi, il y a un exemple que j'ai en tête, hein, on est fin 1958, Hmm. la France est en piteux état, elle est en train de perdre ses colonies, elle est au bord de la crise financière, et en l'espace de 4 ans, entre début 59 à 63, euh, général de Gaulle avec Jacques Rueff font un énorme travail de modernisation du fonctionnement de l'État et de l'économie française, qui remet la France au devant de la scène sur le plan économique pour les 20 ou 30 ans qui suivent, quoi. Bon, voilà. Après, il faut trouver le bon personnel politique pour le faire. Ça, c'est pas évident, D'accord. mais voilà, il faut jamais perdre espoir. Parfait. Donc, il y a du positif quand même. Ouais. Faut rester optimiste. Non, ah non, mais absolument. Non, mais on est quand même dans un pays qui a des atouts formidables. Je veux dire, on a des infrastructures. Il y a peu de pays au monde qui ont des infrastructures du niveau de la France. On continue à avoir, on va dire, au sommet du système éducatif, des formations qui nous sont enviées par le monde entier, forment parmi les meilleurs ingénieurs du monde. Bon, euh, on a un parc nucléaire qui est, même si on s'en est très mal occupé depuis 20 ans, qui reste un atout formidable. Bon, voilà. Et puis, on est la première destination touristique mondiale aussi. Et tout le monde nous envie notre qualité de vie. Donc, bon, voilà. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut voyager, c'est que ça permet aussi de relativiser un peu le côté, voilà. Ok. On se plaint beaucoup parce qu'on n'a pas forcément la vision relative des choses. Quand on voyage, on apprécie plus son propre pays.
D'ailleurs, bah, ça va me permettre d'enchaîner sur l'autre question parce que toi, tu as beaucoup voyagé au sein de Pas tes mal, oui. différentes expériences professionnelles. Donc, si je devais faire un résumé de ton parcours, tu l'as essentiellement fait, en tout cas dans la finance. Donc, tu as bossé, que ce soit en strat, en M&A, tu as fait du crédit immobilier, donc tu as fait ça sur plusieurs pays. Ensuite, tu es revenu en France où tu as occupé plusieurs postes de direction au sein de la BRED jusqu'en 2021. Puis ensuite, tu es allé travailler pour CAFPI, qui est l'un des leaders, en tout cas, sur le courtage immobilier en France. Et en 2023, tu as quitté tout ça, en tout cas, pour te lancer dans l'entrepreneuriat, avec notamment ton média Money Smart, ton enseignement, en tout cas, tu es enseignant au sein d'HEC, et tu es aussi business angel. Donc, c'est un résumé, mais pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, Excellent résumé. euh, est-ce que tu pourrais te Très présenter plus en efficace. détail? Non, mais voilà, bon, effectivement, je suis un vétéran des services financiers. Je suis tombé dedans tout petit. J'en suis plus jamais sorti. Mais en même temps, ça peut paraître paradoxal, parce que c'est pas forcément l'image qu'on se fait d'un banquier, mais j'ai toujours eu une fibre, un certain goût pour l'aventure et une certaine fibre entrepreneuriale. Donc j'ai cherché, tout en restant dans ces métiers-là, des expériences qui me permettent de satisfaire ce goût de l'aventure. Donc ça m'a amené un petit peu partout dans le monde. J'ai fait une douzaine d'années au total hors de France. J'ai Hmm. travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en Angleterre, j'ai travaillé dans le Pacifique. Euh, et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Euh, et je suis maintenant à un âge, j'ai, on va dire, la jeune cinquantaine, mais bon, j'ai la chance d'avoir atteint, on va dire, un certain niveau d'indépendance financière Ok. qui me permet de me concentrer sur des choses que j'ai vraiment plaisir à faire, et notamment la transmission qui est un petit peu aujourd'hui le fil conducteur de ce que je fais, que ce soit sur MoneySmart, en école de commerce ou même vis-à-vis de fondateurs de jeunes entreprises comme Business Angel. Ok. Euh, bon, voilà, en fait, pendant toute ma carrière corporate, mes choix ont été guidés assez largement par le fait de me mettre sous l'aile de personnes que je considérais comme brillantes et dont j'avais beaucoup à apprendre Ouais. et à profiter de ça pour moi-même accélérer ma compréhension de ces métiers. Et voilà, j'ai atteint un âge où j'apprécie d'être dans l'autre position, de pouvoir moi aussi transmettre et faire profiter de la petite expérience que j'ai accumulée sur le secteur financier. D'accord, ok. Parce que c'est vrai que quand on regarde ton parcours, je veux dire, tu as, quand même accédé, je veux dire, au plus haut poste, ce à quoi, on va dire, un jeune qui commence dans le monde professionnel, en fait, ce à quoi il aspire. Et c'est vrai que l'une des questions aussi que j'ai, c'est bah, pourquoi est-ce que tu as quitté CAFPI Ah, en 2023? Donc là, tu as donné oui, des premiers éléments de réponse sur ton envie de transmettre et ton envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, mais est-ce que tu peux développer? Parce que c'est pas tout le monde qui... oui, oui. Non, non, bien sûr. Alors bon, l'aventure Cashpi, pour comprendre, en fait, il faut se replacer dans le contexte de 2021, c'est-à-dire quand moi je saute le pas de quitter le monde bancaire dans lequel, bon, voilà, j'avais pris, comme tu le dis, j'avais atteint un niveau assez élevé dans lequel j'avais un certain confort de fonctionnement. Voilà, mais j'avais le sentiment de commencer un petit peu à ronronner, on va dire, et je voulais pas tomber là-dedans. J'ai été repris par le goût de l'aventure et on est venu me chercher, enfin des investisseurs de private equity sont venus me chercher au moment du premier LBO donc sur Cashpi, sur Ok. cette belle entreprise qu'est Cashpi, qui était jusque-là une entreprise familiale depuis 50 ans. Et moi, donc, je rejoins ça, je saute le pas en 2021, à un moment où le marché immobilier se porte à merveille. On est juste en sortie de Covid, hein, voilà. Euh, et où je signe pour un travail pour amorcer une nouvelle phase de développement de l'entreprise Cashflow, et en particulier un travail de diversification des sources de revenus Ok. pour essayer, au-delà du courtage en crédit immobilier, d'aller chercher des revenus sur les métiers d'assurance, sur les métiers de placement, etc., etc.
Je signe pour ça, beaucoup plus que pour rester dans un couloir unique qui serait celui du crédit, du courtage en crédit immobilier, donc je n'étais pas particulièrement un expert. Et malheureusement, donc moi je commence à l'été 2021 et en février 2022, donc on est à peine 6 mois, même pas 6 mois, hein, après que j'ai commencé, on prend le pire choc de taux Ouais, de mémoire de banquier encore en vie, de mémoire de financier encore en vie. Et évidemment, le métier de la distribution de crédit immobilier, il est ultra sensible au taux, hein. ouais, Donc, en l'espace de quelques mois, les volumes d'affaires s'effondrent. Bon, je ne peux pas partager ici des chiffres, mais bien de toute sûr. façon, c'est tout le secteur, hein. C'est pas Mm. spécifique à Capri, c'est tout le secteur. Et on est sur des métiers, il faut bien le mesurer, qui ne vivent que des flux, hein. On n'est pas sur un métier de banquier où on vit aussi du stock, en fait. Donc, quand les flux se tarissent, l'ajustement à mettre en œuvre au niveau de l'entreprise pour essayer de garder la tête hors de l'eau, il est d'une violence absolument inouïe. Donc, très vite, mon actionnaire m'a demandé de déchirer la feuille de route qu'on avait écrite ensemble, ce que je comprends, hein, Mm. évidemment, et de commencer à enchaîner des plans de réduction des charges, ce que j'ai fait au début bien volontiers. Mais voilà, après 2 ans de ce régime et ne voyant pas le bout du tunnel, à un moment donné, voilà, Ok. il faut aussi avoir l'humilité d'accepter ses limites. Et je crois que j'étais arrivé au point où j'allais mettre ma santé en jeu en essayant de m'accrocher à Ok. une mission qui n'était pas faite pour moi. Je n'étais plus la bonne personne au bon endroit au bon moment. Donc, en bonne intelligence, je me suis tourné vers l'actionnaire, on a organisé ma succession et je suis passé à autre chose. Et voilà. Et je crois, j'ai vécu d'autres passages difficiles, hein, dans ma carrière. J'ai aussi Mm. vécu de l'intérieur la crise de 2008. J'étais à Londres. Euh, je pense que de toute façon, il faut y être prêt, en particulier quand on travaille dans le secteur financier. À l'échelle d'une carrière, il est inévitable qu'on se prenne 2 ou voire 3 crises majeures Ouais, qui nécessitent à un moment donné de remettre les compteurs à zéro et de se reconstruire une crédibilité, une expérience, parfois sur un métier assez différent de celui qu'on abandonne, quoi. Donc voilà, c'est dans une carrière comme dans la vie de façon générale, hein, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort et c'est ce qui m'est arrivé. c'est ça. Voilà. Plus fort pour accumuler de l'énergie, pour bah, justement créer ton média Money Smart. Donc, est-ce que tu peux Et nous je crois parler? que c'est Nelson Mandela qui avait une très très belle formule que j'adore, où il disait euh, dans la vie, je ne perds jamais, Ouais, soit j'apprends, soit je gagne. c'est ça. Voilà. C'est ça, Bon, ouais, ben moi, j'ai appris. Ce coup-là, j'ai appris. Il m'arrive aussi de gagner, mais ce coup-là, j'ai appris. Ah, c'est bien, ça te rend plus résilient et tu as plus d'expérience et tu es plus préparé à de futurs chocs, ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment. Je me dis, Donc voilà, aujourd'hui, tu es enseignant, tu as investi dans quelques entreprises, mais surtout tu as créé ton média. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse, de pourquoi est-ce que tu as créé ce média, de ta vision, de ce que tu essayes de faire avec? ouais. Alors, c'est parti de quelque chose que j'avais constaté pendant mes années chez CAFPI et puis peut-être à la fin de mes années à la Bren, qui était que j'avais réussi à construire un très bel actif personnel, on va dire, qui était ma présence sur les réseaux sociaux, enfin en particulier sur LinkedIn, parce que je boycotte à peu près tous les autres réseaux sociaux. Mais LinkedIn, j'apprécie encore, alors même si ça se transforme un peu au fil du temps, mais on arrive encore à faire des belles choses et à produire des contenus de qualité qui attirent beaucoup l'attention quand on s'y prend bien, c'est ce que j'avais observé. Et ça m'avait fait toucher du doigt le fait qu'il y avait une vraie demande que moi je percevais très nettement de la part de professionnels euh, pour des contenus de qualité, alors des contenus plutôt courts, mais de qualité qui permettent voilà, de rester au fait des évolutions de différents marchés, de différents métiers, etc.
Bon, donc j'avais vraiment senti ça. J'étais devenu au fil du temps Top Voice LinkedIn, etc. Enfin, bon, bref, j'étais assez suivi. Mais en même temps, à l'époque, avec ma casquette institutionnelle, j'étais aussi contraint dans ma prise de parole. C'est-à-dire, je ne m'exprimais que sur des sujets, en l'occurrence, qui avaient trait au crédit immobilier. Il aurait été malvenu d'exprimer, enfin, de me positionner sur d'autres sujets. Et donc, quand j'ai réfléchi à la suite, voilà, je me suis dit que je pouvais certainement euh, essayer de capitaliser sur cet actif déjà construit, sur cette communauté qui suivait mes contenus, pour élargir mon scope et m'exprimer sur d'autres sujets sur lesquels j'avais envie de m'exprimer, sur les services financiers au sens large, mais aussi sur les finances publiques, sur des sujets de finances personnelles, d'investissement, de géopolitique parfois, bref. Voilà. Et donc j'ai tenté ça, ce petit média, qui est à la fois donc une plateforme, enfin un site web d'analyse de l'actualité économique et financière pour un public plutôt averti, hein, mais qui a envie d'approfondir certains sujets. Et puis, c'est aussi une newsletter hebdo qui part un peu plus de 8000 lecteurs tous les dimanches et qui synthétise l'actu de la semaine et qui propose quelques angles de lecture sur l'actu économique de la semaine. Voilà. Ok. Et c'est une belle vitrine, ça génère pas mal de visibilité, ça génère beaucoup d'opportunités indirectes d'intervention en entreprise, de prise de parole, type conférence, etc. Voilà. Après, bon, il faut encore que je travaille le modèle économique, il est encore fragile, on va dire, voilà. Mais bon, ça, après, c'est aussi une des fatalités de la création de contenu. Malheureusement, le web a tellement donné l'habitude à tout le monde de consommer des contenus gratuits que ça devient très, très difficile de, de vendre des abonnements. Voilà. Mais c'est la vie, c'est pas grave. Non, mais on peut s'en sortir, hein. Il y a beaucoup d'entreprises. Et aujourd'hui, en fait, c'est un business model qui est extrêmement développé. À partir du moment où vous avez une expertise et que vous êtes reconnu en tant que tel, la monétisation derrière, en général, ça suit, quoi. C'est ce que je me suis dit dès le départ, c'est qu'il fallait d'abord se concentrer sur la constitution d'une communauté et ensuite, il y a plein de façons de monétiser ça. Euh, voilà, donc j'en suis là, je suis encore, enfin, je pense Ok. que j'arrive au bout de ce processus de découverte et je vais progressivement essayer de passer à la suite. Ok. Autre chose hein, qu'il faut préciser pour les auditeurs, c'est que aussi tu donnes des conseils, en tout cas qui sont précis. C'est pas simplement en fait des conseils, on va dire globaux, mais vraiment en tout cas des conseils précis pour aider en tout cas à préserver son capital pour les particuliers. En tout cas, il y a certaines sections comme ça. Oui, effectivement. En fait, quand je commente l'actu économique et financière, selon les sujets, je jongle avec deux casquettes, deux angles. Souvent, sur beaucoup de sujets, une casquette de citoyen Hmm. qui s'inquiète de l'évolution de l'économie française et qui a envie d'influer dans le débat public et de dire ce qui ne va pas. Mais aussi, sur beaucoup de sujets, une casquette d'investisseur. Voilà, pour des lecteurs qui ont réussi à mettre un peu d'argent de côté, et qui, quand ils voient défiler les news, se posent la question, bon, mais qu'est-ce que ça veut dire pour mon allocation de capital? Comment je me protège du pétrole à 200 $? Hmm. Comment? Enfin, voilà, toutes ces questions. Bah justement, ça me permet d'enchaîner parce que c'est vrai que tu vois, tu donnes beaucoup de conseils en tout cas pour préserver en tout cas son Pardon, capital. pardon. Juste, je précise pour nos amis de l'AMF qui nous écouteraient qu'on ne parle en aucun cas de conseils personnalisés, hein. Oui. Voilà. Moi, je suis un média, je peux exprimer un point de vue sur des sujets de finances personnelles,
Mais voilà, ça n'est pas du conseil personnalisé. Je n'ai jamais pris aucun lecteur au téléphone pour lui dire, toi, voilà comment il faut que tu fasses avec ton portefeuille financier. Nous, on est Et c'est d'accord. un autre métier, ça. Ouais, bien sûr. Mhm. On est d'accord. Justement, en tout cas, ça permet d'enchaîner. Donc, tu donnes en tout cas des éléments de réponse sur la partie particulière, mais au niveau des entrepreneurs, aujourd'hui, en tout cas, quand on est entrepreneur et qu'on a accumulé un peu de capital, euh, quels éléments de réponse tu peux donner en tout cas pour préserver en tout cas le capital qu'on a accumulé ou qu'on est en train d'accumuler aujourd'hui concrètement quelle voie on peut explorer aujourd'hui si on est un entrepreneur en France? Oh là là, très, très vaste sujet. Bon, moi, le premier conseil que je donne, mais là, c'est plus pour les jeunes actifs que pour les entrepreneurs à proprement parler, hein, c'est d'essayer d'entrer le plus tôt possible dans la vie active, dans une discipline d'investissement régulier tous les mois, quoi qu'il arrive. Voilà, on s'est donné un objectif et on met, en fonction de ses capacités, 50, 100, 500 euros de côté pour alimenter un portefeuille financier. Et ça, il faut essayer de le faire, qu'il vente ou qu'il neige, sans se faire des nœuds au cerveau avec la question de mais est-ce que c'est le bon moment pour investir, etc., etc. Sur longue période, cette stratégie-là, elle rapporte à tous les coups, hein. C'est-à-dire que quand on entre dans la vie active, on a en gros 40 ans devant soi avant de prendre sa retraite. Ouais. Sur 40 ans, on ne peut pas se tromper, hein. Si on va sur les marchés equity, les marchés actions, pardon, qu'on choisit des supports suffisamment diversifiés, qu'on fait attention au niveau de frais. Donc moi, bon, il y a une combinaison ultra puissante que je recommande systématiquement, hein. C'est PEA fois ETF, hein, donc les fonds indiciels, on va dire. Ben, on peut y aller quasiment les yeux fermés, on met un petit peu tous les mois, et on est sûr que 40 ans plus tard, on a un joli pactole pour sa retraite. Alors évidemment, en fonction de ce qu'on a réussi à mettre dans Bien sûr. la tirelire, hein, mais on peut difficilement se tromper. Voilà. Après, pour des investisseurs un peu plus sophistiqués, euh, avec des sommes plus importantes à allouer, donc un peu plus tard dans la vie, typiquement, on va se poser des questions de diversification. C'est au fur et à mesure que le temps passe et que l'horizon d'investissement se raccourcit, on ne veut pas non plus tout avoir sur les marchés actions. Enfin, d'abord, sur les marchés actions eux-mêmes, il ne faut pas tout avoir sur des grands indices pays développés. Je pense qu'il faut aussi essayer de profiter de la croissance des pays émergents. Donc, il y a un peu de diversification à aller chercher là-dessus. Euh, et puis après, moi, j'aime beaucoup. Enfin, il y a un autre phénomène sur lequel, d'ailleurs, j'ai publié un article récemment, euh, lourd, mais qu'on finit par ne plus voir, que le commun des mortels ne voit pas au quotidien, Mhm. qui est le phénomène de débasement monétaire, ce que les chercheurs appellent le débasement monétaire, qui est à l'œuvre depuis 1971, depuis que Nixon a cassé le lien physique entre le dollar et l'or. Mhm. Bon. Quand Nixon fait ça en 71, le- la parité artificielle qu'il casse, c'est une parité de 35 dollars l'once d'or. Ok. Au moment où on se parle, l'once d'or, c'est 4 500 dollars. Ouais. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que notre personnel politique, depuis qu'on a cassé ce lien physique entre la monnaie et le métal, ne sait pas se retenir de faire tourner la planche à billets Mhm. sous des formes toujours plus complexes, toujours plus invisibles du grand Mhm. public. Mais la traduction concrète, c'est l'inflation. Alors une inflation qui est mal mesurée, donc qui apparaît peu par les outils de mesure classiques sur les prix à la consommation, mais une inflation qu'on voit de façon très très nette quand on s'intéresse au prix des actifs en particulier, donc les indices actions, l'or, etc., etc. Et l'or, en fait, combiné à un portefeuille action et enfin,
la combinaison est très puissante, c'est-à-dire on fait vraiment fortement baisser la volatilité de l'ensemble, Ok. tout en conservant beaucoup de performances globalement. Donc, moi j'en ai une part relativement importante dans mon portefeuille. Voilà, c'est une sorte d'abri atomique au fond du jardin. Mais quand je dis ça, il faut pas les garder au fond du jardin, Oui, Laurent. bien sûr, on se comprend. Il vaut On se mieux comprend. l'avoir sous forme papier. Voilà. Ouais. Non, on va pas se promener avec des lingots d'or sur nous ou les mettre sous le matelas. Donc ça serait en fait une stratégie plutôt, on va dire, pour des investisseurs plus sophistiqués qui ont déjà en fait plus de fonds. Typiquement, on va dire, ça peut être des entrepreneurs en tout cas qui ont déjà en tout cas amassé un certain capital hein, depuis le moment où ils ont commencé, par exemple. Oui. Voilà. Et puis après, on peut, mais là encore, ça dépend des niveaux de patrimoine, hein, mais on peut aller vers des actifs privés, entre guillemets. C'est-à-dire là, on sort du monde coté, Hmm. mais il y a des choses intéressantes à faire aussi à partir d'un certain niveau de patrimoine Bah, pour profiter du marché du private equity, du marché des infrastructures. Je ne vais pas parler de la dette privée parce en ce moment, c'est pas terrible, le marché de la ouais. dette privée, mais bon, voilà. On peut faire plein de choses pour essayer de diversifier son patrimoine. Et il y a l'immobilier, mais je crois qu'on va en reparler. Oui, oui, ça c'est. T'en fais pas, on va reparler de ça. Justement, en parlant de patrimoine et en parlant de fonds, c'est quoi être riche pour toi aujourd'hui en France? C'est à partir de quel niveau de patrimoine tu te dis, ok, t'es riche? Est-ce que c'est un C'est million? Est-ce une- que c'est 10 millions? Est-ce que bon, c'est 5 enfin, millions? pour moi, c'est une question qui n'a pas de sens. On est toujours le pauvre de quelqu'un. Voilà. Je crois qu'au fur et à mesure qu'on progresse financièrement dans la vie, on a tendance à toujours se focaliser sur Mm. celui qui a réussi encore mieux. Et voilà. Donc c'est une course sans fin, ce truc-là. Je pense il faut se détacher de ça. Pour moi, il n'y a pas de réponse à cette question. C'est une réponse qui est éminemment personnelle. Ça dépend de sa capacité à soi, comment dire, à se discipliner pour construire du patrimoine plutôt que d'entrer dans des schémas de surconsommation. Oui, bien sûr. Voilà, moi j'ai des amis qui ont encore mieux gagné leur vie que moi pendant 30 ans de carrière, mais qui n'ont à peu près rien mis de côté parce que voilà, ils avaient un train de vie qui n'a pas été le mien. Bon, tout ça sont des choix. Voilà. Enfin, assez tôt, je m'étais fixé certains objectifs. Enfin, j'étais assez clair dans ma tête sur le niveau de patrimoine à atteindre pour être indépendant avec un train de vie que je considère comme correct, sans être extravagant. Et j'ai pas l'impression de me priver pour autant. Donc voilà, ça m'a jamais été difficile. Mais pour d'autres, certainement, ils considéreraient que j'ai une vie de moine et que c'est pas possible et qu'il faut avoir des grosses voitures, une grosse maison et je ne sais quoi. Bon, c'est éminemment personnel et il y Ok. a pas de réponse universelle. En fait, je te pose cette question parce que, tu sais, aujourd'hui, avec le paysage, en tout cas le contexte économique, tu sais, même, tu l'as rappelé, il y a la notion, en tout cas, de préserver son capital. Donc, pour toi, c'est quoi le matelas de sécurité minimum, en fait? Ouais, C'est ouais, je vraiment dans ce comprends. sens-là Alors, où... ouais, je comprends. Alors, le truc clé à prendre en compte, si on a 25 ans, hein, jeune actif, et qu'on se dit, bon, allez, je me projette sur 40 ans, j'ai 40 ans de carrière pour construire du patrimoine avant de partir à la retraite, et qu'on raisonne comme ça, de dire, bah, tiens, quel serait mon objectif pour être sûr de pouvoir vivre, de pouvoir maintenir le train de vie que j'ai envie d'avoir une fois à la retraite, il faut faire très, très attention dans ce raisonnement sur, là encore, le débasement monétaire qui va se jouer sur 40 ans. C'est-à-dire que au rythme qu'on a observé sur les 40 dernières années, il faut bien se dire que le prix de tout va être multiplié par 4 sur Ok. 40 ans. C'est ça, hein, le rythme aujourd'hui. L'inflation, quand on la regarde à l'échelle d'une année, ça paraît rien, mais avec les effets de capitalisation, quand on fait ça sur les... pardon, j'ai dit une bêtise, je me suis pris les pieds dans le tapis. Ok. Pardon. Le x4, c'est pas sur 40 ans de carrière, c'est sur 80 ans, donc toute une vie, on va dire. Voilà.
autant pour moi. Mais ça, c'est déjà énorme. Donc faire très attention à ne pas s'imaginer, je dis n'importe quoi, hein. On pourrait faire un calcul. Quelqu'un de 25 ans qui ferait un calcul aujourd'hui et qui arriverait à la conclusion que pour bien vivre à la retraite, il faut que je me construise un patrimoine un patrimoine financier, hein, Mm. hors résidence principale, je dis n'importe quoi, 500 000 euros. En faisant le raisonnement, ben voilà, 500 000 euros, si j'en tire 5% par an, ça me fait 25 000 euros en plus de mes droits à la retraite, etc. Ça me suffira. Bon, ok, très bien. Et attention à ne pas oublier que d'ici le départ à la retraite, 40 ans plus tard, ces 500 000 euros achèteront beaucoup moins en Ouais. termes voilà. Donc ça, il faut absolument l'intégrer dans le raisonnement, sinon on se trompe d'objectif, quoi. Ok. Donc, en tout cas, quel que soit l'objectif qu'on se fixe personnellement, parce que ça reste personnel, toujours prendre en compte le débasement monétaire qui aura cours, en tout cas, dans les prochaines années. Ouais, alors, on ne peut pas savoir précisément hein, à quel niveau il sera, mais je pense enfin, il est acquis que c'est un phénomène qui se poursuivra, malheureusement. Ok. D'où Donc, l'importance de faire travailler son capital, en fait, hein. C'est la leçon principale, elle est là, hein. C'est-à-dire que ce qui est terrible, enfin, si on porte un regard un petit peu macro sur la question, quand on regarde les chiffres de l'épargne française, on voit que les Français sont parmi les champions du monde de l'épargne, hein. ouais. Il y a les Allemands qui sont un petit peu au-dessus de nous en termes de taux d'épargne, mais bon, on est quand même à des niveaux très très élevés en rythme d'épargne annuel. Je crois que c'est autour de 17% des revenus de mémoire actuellement. Ok. Euh, mais ce qui est frappant, c'est l'allocation de cette épargne Ah, qui est très très peu dynamique. C'est-à-dire que les produits préférés, les classements préférés des Français, c'est dans le désordre, hein, j'ai plus l'ordre exact du top 3, mais en gros, ça va être le livret A, bon, qui, quand tout va bien, permet juste de suivre l'inflation, et encore mm, pas tout à fait, mais en tout cas qui ne battra quasiment jamais l'inflation. C'est de l'assurance vie en fonds euros, qui là aussi bat très rarement l'inflation. Et ce sont des produits bancaires à capital garanti et en particulier des dépôts à vue non rémunérés. Donc là, c'est la catastrophe absolue, quoi. Euh, donc, euh, alors évidemment, hein, c'est très bien, il faut commencer par se constituer une épargne de précaution, mais pour ça, voilà, mettre quelques mois de revenus d'avance sur des supports sans risque, c'est très bien, il faut le faire, c'est la première chose à faire. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut absolument se libérer des notions de risque, de volatilité, réfléchir sur un horizon conforme à ses propres objectifs de vie. Donc, souvent, ça va être l'horizon de la retraite. Alors, soit de l'acquisition de la résidence principale tant qu'on n'est pas propriétaire, soit mm, ensuite de la retraite. Et donc là, ben, voilà, si on regarde à 10, 20, 30, 40 ans, il faut se détacher de la volatilité des marchés. Je veux dire, on s'en fiche. Enfin, moi, je vais pas tous les soirs voir ce qu'a fait mon portefeuille mm. pendant la journée, quoi. Le risque de faire ça, c'est de se laisser, d'être géré par ses émotions. Et là, on fait des grosses bêtises, quoi. Moi, c'est ce que j'ai appris. J'ai pu participer à la supervision d'activités de marché dans le cadre de ma carrière bancaire. Et ce que j'ai assez vite appris, c'est que les meilleurs traders dans les salles des marchés, ce sont des gens qui sont d'une froideur incroyable par rapport à ce qui se passe sur le marché. C'est-à-dire, ils gardent la tête froide et ils sont capables de pas se laisser, de pas laisser leur jugement Ouais. être emporté par des effets de panique et d'émotion. Donc, Il vrille pas, quoi. ouais, ouais. Et voilà, et donc pour ça, ben, il faut essayer d'avoir une certaine discipline dans ces investissements et puis pas regarder pas regarder tous les matins où on est son portefeuille, on investit pour le long terme. Ok. Ça me fait penser à une question, à l'exemple des traders que tu as pris. Est-ce que les personnes qui travaillent dans la finance, qui sont bonnes en finance, je veux dire, qui ont la logique mathématique, est-ce que c'est forcément elles qui ont une bonne gestion de leur patrimoine et de leurs fonds?
Ah non, 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 les cordonniers sont souvent les plus Ah mal ouais? chaussés. Non, 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 c'est comme dans toutes les professions, il y a de tout, hein. Ah ouais? Honnêtement, il y a de tout. T'as vu des gens qui... Enfin, pour ce que j'en sais, parce qu'après, je suis pas non plus au courant de ce que tous mes anciens collègues font avec leur patrimoine, mais mon sentiment, c'est qu'il y a de tout. Il y a des gens qui ont pu faire des grosses bêtises et d'autres qui ont fait de très bons investissements. Mais bon, après, c'est sûr que globalement, quand on a travaillé dedans, on est mieux équipé que le français lambda pour voir certaines choses. Par exemple, bon, voilà, quand on a travaillé en banque, on est infiniment plus sensible au risque de se faire tondre par les couches de frais cachées Hmm. qui s'empilent dans les produits et dans les enveloppes et dans les différents intermédiaires de la chaîne de distribution de ces produits-là. Bon, donc ça permet de faire beaucoup plus attention. Mais après, voilà, c'est pas non plus une recette miracle, hein, ça n'empêche pas forcément de faire des bêtises, hein. Ok. Là, j'enchaînais sur des sujets un peu plus économiques. C'est vrai que tu sais, dans tes différents podcasts, tu fais un peu le listing, en tout cas, des endroits où tu as de l'argent public qui est gaspillé. Donc ça, je veux Un dire, vaste sujet. ouais, Ouais, t'as été ouais. assez démonstratif là-dessus. Et là, je voulais vraiment prendre le contre-pied, toujours en parlant de la population, en tout cas des entrepreneurs. Est-ce qu'au contraire, il y a des mesures économiques dont un entrepreneur, enfin, ils peuvent bénéficier, mais ils savent pas forcément qu'ils ont droit à cette mesure? Est-ce que tu penses Oh, oui, à quelque d'accord, chose en d'accord. particulier? Alors bon, j'ai moins l'habitude de prendre cet angle, mais comme ça, à brûle pour point, euh, oui, il y a beaucoup de choses. Alors, qui, paradoxalement, sont aussi problématiques en termes de finances publiques. Mais on vit dans un pays dans lequel, globalement, il y a un nombre d'aides, il y a un foisonnement d'aides en tout genre Mhm. qui est assez phénoménal, y compris pour les jeunes entrepreneurs avec des projets innovants. Moi, le conseil que je donne systématiquement à tous les entrepreneurs avec lesquels je bosse et pour qui je suis parfois les business angels, c'est la première adresse à aller voir quand on commence à faire mûrir un projet, c'est BPI, hein, au public d'investissement. Mhm. Euh, Ils sont très bien organisés et on découvre une fois qu'on trouve les interlocuteurs chez BPI, on découvre qu'il y a une foultitude d'aides. Alors évidemment, hein, selon le secteur sur lequel on est, selon la typologie d'entreprise qu'on est en train de monter, mais il y a souvent beaucoup de choses qu'on ne soupçonnait pas. Et bon, mais ça, ce serait dommage de ne pas en profiter. Alors, ça peut poser d'autres problèmes par ailleurs en termes de finances publiques, hein, le fait qu'il y ait tellement d'aides que, voilà. Mais voilà, pour un public d'entrepreneurs, globalement, c'est un sujet vraiment à bien regarder. De la même façon, il y a un des premiers postes en termes de coûts pour l'État sur les aides aux entreprises, qui au passage sont pas du tout de 211 milliards comme on a essayé de nous le faire croire. Alors elles sont quand même très élevées, hein, mais on est plus autour de 75-80 milliards que 200. Mais bon, bref, c'est le crédit d'impôt emploi recherche. Euh, Pardon, le crédit d'impôt recherche, Ok. le CIR, euh, qui permet de faire financer sous forme de crédit d'impôt, hein, donc par l'État, une bonne partie de tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la recherche-développement, D'accord. y compris dans le cadre de toutes petites entreprises, hein. Alors évidemment, la difficulté de ça c'est le génie de notre administration, c'est que pour toucher ces aides, il faut monter un dossier épais comme ça, D'accord. et que évidemment, les grands groupes sont mieux équipés que les petites TPE ou les start-upers pour faire ce travail et monter un dossier d'éligibilité au crédit impôt recherche. Mais bon, voilà, pour des particuliers, pour des startups qui sont dans des domaines forte intensité technologique, on va dire,
c'est vraiment quelque chose à regarder. Tant que ça existe, hein, parce on risque de le supprimer vu ce que ça coûte, hein. Mais voilà. Euh, après, bon, après, il y a d'autres choses, mais qui interviennent beaucoup plus tard dans la vie d'entrepreneur sur la transmission avec le pacte Dutreil, des choses comme ça. Euh, sur la capacité à, quand on a réussi à revendre sa boîte et qu'on a fait une jolie plus-value, espérons, Mhm. la capacité à recycler le capital qu'on a pu extraire en franchise d'impôt, en respectant un engagement de réinvestissement dans les 2 ans, et qui peut faire une différence énorme hein, pour financer le projet suivant. Bon, enfin voilà, donc il faut, encore une fois, il faut pas être trop sombre. On a quand même fait pas mal de choses. Enfin, l'État a quand même mis en place beaucoup de choses pour soutenir les entrepreneurs. Et donc, il faut essayer d'en profiter. Après, bon, on a des difficultés, mais qui sont des difficultés plus macro au niveau de l'économie française, et en particulier les problèmes de perte de compétitivité internationale, on va dire, de l'économie française, qui me soucie beaucoup, mais c'est une autre question. C'est, quand je parle de la perte de compétitivité, est-ce que tu fais référence, tu sais, notamment, tu as plusieurs interventions au Sénat où tu as des grands chefs d'entreprise qui t'expliquent qu'en fait, ils sont obligés de délocaliser parce que ça coûte trop cher aujourd'hui de produire en France. Est-ce que c'est à ça auquel tu fais référence, enfin, entre autres? Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, pour tout métier, enfin tout secteur qui est soumis à la concurrence internationale, qui a des concurrents qui, eux, sont, je sais pas, en Allemagne, en Chine, je ne sais où, ça devient extrêmement compliqué. Enfin, depuis la fin des années 90, c'est devenu progressivement de plus en plus compliqué de tenir le choc sur le plan relatif en termes de compétitivité. D'abord, pour des questions de coût du travail et de charge, de niveau de charge. Euh, mais bon, voilà, pour financer tout ça, pour financer un système de protection sociale de plus en plus coûteux. Euh, et ça, les entreprises doivent bien le payer. Enfin, les entreprises et les salariés, hein, parce Bien sûr. qu'il y a aussi des charges salariales. Mais aussi, à partir de 2010, on a encore aggravé la donne en se tirant une balle dans le pied dans un domaine qui était jusque-là une force de l'économie française, qui était la politique de l'énergie. En 2010, on avait encore l'électricité la moins chère au monde, à égalité avec les États-Unis. Ce qui est un avantage compétitif considérable. Je ne sais pas si tout le monde se rend compte de ça, mais l'électricité, je veux dire, c'est une matière première essentielle de quasiment tous les métiers, quoi. Allez demander à votre boulanger quel pourcentage de son chiffre d'affaires il laisse sur ses factures EDF. Euh, et on a laissé ce- cet avantage se dilapider complètement avec une espèce de fausse ouverture du marché de l'électricité, ce qu'on a appelé la loi NOM Ouais. en 2010, où on a permis la création moi j'appelle ça des pseudo-énergéticiens, qui en fait, pour la plupart, n'ont jamais produit un watt d'électricité de leur existence, hein, qui sont juste des machines à produire des factures. Ils vont acheter l'électricité à EDF et ils vous la revendent aux particuliers Beaucoup ou plus cher, aux ouais. entreprises. Euh, et on leur a permis de se construire une rente. C'est un peu technique, hein, je suis désolé, mais d'abord parce que on a imposé à EDF de leur revendre 25% de l'électricité qui sortait du parc historique Mm. de centrales nucléaires qui avait été financée par l'argent des Français, Argent public, ouais. par les impôts des Français pendant 50 ans, et qu'on a accepté de vendre à ces pseudo-énergéticiens en dessous du prix coûtant, hein, en dessous du prix coûtant pour EDF. Et en plus, on n'a jamais réindexé ce prix, donc absolument aberrant. Et comme si ça ne suffisait pas, les pseudo-énergéticiens
se plaignaient encore que leur perspective commerciale était quand même limitée par le fait que les tarifs pratiqués par EDF vis-à-vis des consommateurs étaient trop faibles. Et donc, on a contraint EDF on a changé le mode de calcul du tarif réglementé de l'électricité, qui est le prix que toi ou moi bien sûr. payons sur un contrat EDF, en décrétant que 50% de ce tarif serait dorénavant assis sur le prix de gros de l'électricité sur le marché européen, Ok. qui lui-même, en fait, répond à une logique de coût marginal. Donc, en fait, c'est à tout moment, sur le marché européen, l'électricité se vend au prix de la dernière centrale mise en ligne en fonction du niveau de demande du moment. Mais donc, c'est presque toujours une centrale à gaz ou une centrale à charbon, quelque part, Et souvent quelque part en Pologne ou en Allemagne. c'est quoi après Euh, les conséquences? Parce que tu me dis en fait que les, depuis cette bah, les, loi, les conséquences, c'est que le prix de enfin, on a notre électricité aujourd'hui est le double de ce qu'elle est aux États-Unis, alors qu'on était parti sur un pied d'égalité il y a 15 ans. Donc voilà, n'importe qui dans n'importe quel métier peut se dire que si on avait géré correctement la question énergétique en France, nos factures d'électricité en tant que particulier comme en tant qu'entreprise seraient aujourd'hui divisées par deux. même au niveau de la consommation, parce qu'en fait ça se répercute aussi sur les biens de consommation, le Oui, fait qu'il y ait une bien sûr. électricité. Ouais, enfin, Ouais, le coût de l'électricité et de l'énergie en général, il est caché dans quasiment tout ce qu'on échange. Hein. Enfin, il y a une formule que j'utilise couramment, qui n'est pas de moi, mais de Charles Gaff, si je ne dis pas de bêtises, qui est l'économie n'est jamais que de l'énergie transformée, voilà, ouais, quel que soit le secteur. c'est sûr. Alors, il y a aussi de l'énergie humaine, hein, il y a aussi de l'intelligence humaine dans l'économie, mais la part de transformation d'énergie est cruciale. Bah, là, tu nous as parlé de l'énergie. Un peu avant, on avait parlé un peu de la situation macro de la France, qui était un peu compliquée. Aussi, il n'y a pas très longtemps, il y a eu la fameuse taxe Zuckman, qui a fait couler beaucoup d'encre où beaucoup de personnes avaient déjà préparé leur sac et leur valise pour partir, donc elle n'est pas passée. Donc aujourd'hui, au début, tu vois, je t'ai posé la question de savoir ce qu'il faut rester en France, donc c'était une question un peu plus globale, mais aujourd'hui, si je suis entrepreneur, avec le prix de l'électricité, avec à chaque fois en fait l'État en fait ils sont très créatifs pour inventer de nouvelles taxes pour ponctionner en tout cas les individus. Euh, tu dirais quoi, toi? Est-ce que un entrepreneur doit rester, partir, quelqu'un qui commence à se constituer un capital intéressant avec une entreprise qui tourne et qui a aussi la possibilité de s'expatrier, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui ne nécessitent pas de locaux pour fonctionner. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, d'abord, il y a quand même un certain nombre de secteurs qui sont protégés de la concurrence internationale, qui sont des secteurs strictement domestiques. Je pense, enfin voilà, tout ce qui va tourner autour du tourisme, de l'hôtellerie, etc. Bon, alors, il y a un peu de sensibilité au niveau international, mais quand même beaucoup moins que sur des domaines de type industrie, agriculture, etc. Où là, la compétitivité internationale est la clé, quoi. Donc voilà, il y a quand même des choses à faire en dépit de ce problème de compétitivité. Et puis, pour reboucler sur ce que je disais en introduction, il faut pas non plus négliger les atouts français, c'est-à-dire ces infrastructures qui sont quand même parmi les meilleures au monde. Euh, c'est l'accès des jeunes qui sortent de formations de très haut niveau, en tout cas dans certains domaines. Hein. Après, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur le niveau moyen de Bien sûr. l'éducation nationale. Mais voilà, je veux dire, bon, voilà, dans un domaine dont tout le monde parle en ce moment, qui est l'intelligence artificielle, bon, on arrive quand même à sortir un Mistral qui est à peu près la seule, le seul acteur crédible qui ne soit ni américain ni chinois. Bon, Mm. c'est voilà, c'est quand même, je pense, lié au fait que voilà, qu'on a ces atouts-là. Euh,
Mais on pourrait faire tellement plus. C'est-à-dire que si on avait, je reboucle, hein, mais si on avait conservé en plus l'avantage qu'on avait sur le coût de l'électricité, aujourd'hui, on serait le hub incontournable en Europe de tous les data centers. C'est vrai, ouais, bah oui. Voilà. Alors qu'on est loin derrière l'Angleterre et l'Allemagne. Donc, voilà, on s'est tiré des balles dans le pied sur un certain nombre de sujets. Mais encore une fois, je donnais l'exemple de Rueff et de Gaulle, ce sont des choses qui peuvent se corriger assez vite si on trouve le bon personnel politique avec la lucidité et le courage. Alors bon, c'est- voilà, je suis pas là je ne roule pour personne, je suis Bien pas sûr. encarté, je suis, voilà. Hein. Donc, mais moi, je ne perds pas tout à fait espoir. Et puis après, il y a aussi pour les entrepreneurs, il faut aussi voir ça sous forme de parcours dynamique. Moi, j'ai eu la chance d'être au bord d'une des premières, je crois que c'était la première licorne française, qui est une société qui s'appelle Kiriba, Ok. qui a construit un géant des solutions. Comment dire, ils vendent aux trésoriers de multinationales un outil unique qui leur donne une visibilité sur toute la trésorerie de toutes leurs filiales partout dans le monde. Ok. Ils ont créé une position absolument magistrale. C'est une boîte qui s'est montée en France. Je crois que ça devait être 2017 ou quelque chose comme ça, qui a longtemps été basée à Saint-Cloud, qui a réussi à très très bien se développer. Et puis voilà, ayant profité de tout ce qui était positif dans l'environnement français de ces années-là, à partir alors dès 2013 de mémoire, elle a commencé à accueillir dans son tour de table des VC, des venture capitalistes américains. Et puis de fil en aiguille, quelques années plus tard, en 2015 ou 2016, ils ont relocalisé le siège aux États-Unis en vue de se faire coter un jour à la bourse américaine. Bon. Et l'équipe dirigeante est partie là-bas, elle vit aux États-Unis. Et voilà, ils ont fait leur trou maintenant sur le marché américain. Mais il y a aussi des belles success stories voilà, qui sont nées en Europe et Mm. qui ont, euh, qui ont ensuite, quand le moment était venu, sauté le pas d'aller s'attaquer aux États-Unis. Ok. Bon. C'est le marché européen était trop petit pour elle. Euh, Pourquoi, enfin, est-ce qu'elles sont allées aux États-Unis? Pourquoi elles sont pas restées en Non, Europe? enfin, trop petits, ils avaient quand même déjà réussi à se développer, mais à un moment donné, oui, quand vous voulez être crédible par rapport à des grands corporates américains, à un moment donné, vous gagnez quelque chose à avoir votre équipe de direction aux États-Unis. Et puis aussi en termes de financement, enfin, il faut quand même bien se représenter. D'ailleurs, ça va peut-être nous faire notre transition vers le sujet des retraites. En fait, les États-Unis ont, par leur système de retraite, par la puissance des fonds de pension américains, Mm. américains et canadiens, leur donne un avantage considérable dans la capacité à accompagner les entreprises en equity. Ouais. Pas seulement en dette, mais en equity. Euh, et là, on a un vrai trou dans la raquette en Europe par rapport à ça, quoi, hein. C'est-à-dire que la profondeur des marchés equity européens est quand même beaucoup plus faible et notamment, c'est notamment lié à quasi-absence de fonds de pension. Bah justement, on va enchaîner sur le sujet des retraites, pour lequel tu es bien identifié. Question, est-ce qu'on aurait une retraite aujourd'hui si on est jeune, 30 ans, 25 Oui, ans, euh, oui, oui. est-ce qu'on Non, mais aurait une bien retraite sûr. oui ou non? Non, mais bien sûr il y aura des retraites. Mais en revanche, il faut être lucide dans le sens où la probabilité, on va dire, à revenus égaux pendant la vie active, de pouvoir toucher dans 30 ou 40 ans le même niveau de retraite auquel les parents
ont pu accéder, enfin la génération précédente a pu accéder à un niveau de revenu équivalent, ça n'arrivera pas. C'est juste, c'est mathématiquement impossible. Euh, on a, on a construit le système des retraites par répartition, en 45, après la sortie de la guerre, dans un environnement où, alors j'ai plus le chiffre de 45 en tête, mais je sais qu'en 1960, on avait encore 4 actifs par retraité. Hmm. Donc, Oui. on mettait en commun les cotisations sur les salaires de 4 personnes actives pour payer la pension d'une personne à la retraite. Donc, évidemment, ça permettait de fixer des niveaux de retraite assez généreux, euh, que le monde entier nous envie d'ailleurs, et d'avoir des âges de départ à la retraite relativement, de partir assez tôt à la retraite. Et sauf que cet équilibre, il a complètement changé. On est passé, je crois qu'on est maintenant, si on regarde globalement, privé et fonction publique confondue, on est maintenant à 1,7 actifs par retraité. Donc c'est déjà plus du tout la même équation. Bien sûr. On a déjà, sans le dire, ça, nos gouvernants n'en font aucune publicité, mais quand on s'intéresse de près à la comptabilité publique, on découvre qu'en réalité, ce qu'on présente comme un système par répartition ne l'est déjà plus. C'est-à-dire que quand on paye 100 euros de pension de retraite, on n'en finance que 65 par les cotisations. Donc le système par répartition a déjà commencé à s'effriter. Euh, il est déjà très gravement en déséquilibre. Alors, pour la petite histoire, le solde, les 35 qui manquent, on va aller chercher pour 15%, 15 points supplémentaires, on va les chercher en fait sur les impôts. C'est-à-dire on a fléché certains impôts, notamment une bonne part de la CSG, CRDS, Mhm. des prélèvements sociaux, qui vont financer un bout qui manque dans le système par répartition. Et les 20% qui manquent pour arriver à 100, là, c'est encore plus pernicieux, c'est-à-dire que c'est l'État en tant qu'employeur qui, voyant que le système par répartition de la fonction publique spécifiquement, parce que les équilibres démographiques sont encore pires dans la fonction publique. Dans la fonction publique, ça y est, on est passé en dessous de 1 actif par retraité. On est Ok. à 0,95. Donc là, il n'y a juste plus aucune chance que ça tienne. Et donc, pour essayer de masquer ça, tel quelqu'un dans un radeau qui prend l'eau et avec le seau qui essaie de, d'écoper, l'État, en fait, chaque année, a augmenté un peu plus les taux de cotisation des actifs de la fonction publique. Mais comme il aurait été insupportable pour les fonctionnaires que ce soit pris sur leur paye, Mhm. c'est uniquement la part employeur qui a été relevée. Donc, si on additionne par employeur par employé, dans le privé, aujourd'hui, on est à 28%, ce qui est déjà très élevé, hein. C'est déjà le niveau le plus élevé en Europe. Mhm. Donc, en gros, sur un salaire brut, vu de l'employeur, en gros, il y a 28% qui va partir en cotisation de retraite dans le privé. Eh bien, pour la fonction publique, on est maintenant à plus de 90%, je crois qu'on est à 94%. C'est pas compliqué, vous prenez la fiche de paye, je l'ai vérifié, hein, vous prenez la fiche de paye n'importe quoi, d'un instituteur ou de n'importe quelle personne dans la fonction publique classique. Après, c'est différent pour la fonction publique territoriale, mais pour la fonction publique d'État, eh bien, c'est pas compliqué. Vous avez plus de charges sociales au total que vous avez de salaire. Vous êtes au-dessus de 100% de cotisation. Il y a plus qui part en cotisation aux différents systèmes de protection sociale, hein, pas seulement la retraite, mais Mhm. la retraite est quand même le gros morceau, que ce qui vous reste ce que vous touchez sur votre compte en banque. Et je parle même pas ensuite de ce que vous allez payer en impôts. Et c'est comme ça qu'on a réussi ce miracle, ce prodige, et une fois qu'on a compris ça, on peut avoir une lecture beaucoup plus pertinente des choix politiques qui sont faits. On a réussi ce prodige aujourd'hui d'avoir
des fonctionnaires qui sont, vus de l'État en coût complet pour les finances publiques, les plus chers de l'OCDE, sans doute les plus chers du monde, euh, mais parmi les moins bien payés, vu de leur compte en banque à eux, bien sûr, parmi les moins bien payés en Europe. Et ça, c'est particulièrement vrai, par exemple, si on regarde l'éducation nationale, le niveau de rémunération aujourd'hui, de début de carrière de quelqu'un qui rentre dans l'éducation nationale, mais c'est misérable. Quand on regarde en net, c'est absolument misérable. Et du coup, ben, on est capable d'attirer vraiment les compétences. Ça pose un énorme problème d'attractivité bien des sûr. compétences. C'est pas attirant aujourd'hui de travailler dans la fonction publique, en tout cas pour les niveaux de salaire qui sont proposés, quels que soient les corps de métier. Voilà, en quelques mots, le sujet des retraites. Donc, euh, alors, c'est très paradoxal parce que, et c'est sans doute aussi une des raisons de la réticence, enfin, du retard de l'État français à réformer ça, parce qu'il y a beaucoup de pays qui avaient des systèmes par répartition et qui en sont sortis progressivement. La France ne l'a toujours pas fait. Je pense que c'est notamment lié à une raison historique, qui est euh, en France, c'est De Gaulle qui l'a mis en place à la sortie de la Deuxième Guerre. Oui, Et donc la droite française elle-même, alors que dans d'autres pays, c'est la droite qui a poussé à la réforme vers des systèmes par capitalisation, en France, la droite elle-même en a fait un tabou. Personne, quasiment personne. On commence à entendre quelques voix, mais c'est encore très, très timide. Mais il y a pas de, il y a pas, il y a pas de candidat à l'élection présidentielle, on va dire, sérieux à droite qui a essayé de se faire élire sur une plateforme qui consisterait à dire il faut qu'on bascule au moins progressivement. On n'est pas obligé de le faire du jour au lendemain, mais il faut qu'on commence à organiser la bascule vers un système par capitalisation. je pense que Parce que comme voilà, c'est De Gaulle qui l'a mis en place. On prétend tous qu'on est gaulliste et du coup, on n'ose pas s'attaquer au problème. Bon, moi, honnêtement, j'ai déterré des prises de parole du général de Gaulle lui-même, où il est très clair que lui-même avait parfaitement compris quand il a mis ce système en place qu'il ne tiendrait pas dans la durée si on ne l'ajustait pas progressivement en fonction de l'évolution des équilibres démographiques, hein. donc ça veut Voilà, dire en la fait différence entre cette époque et aujourd'hui, c'est juste la lâcheté du personnel politique qui bah, n'ose pas dire la vérité aux Français. qu'il y a un manque de courage politique en fait. De toute façon, on serait obligé de le faire à marche forcée. Mais il faut qu'en fait, comme tu as dit, il faut que quelqu'un du corps politique il ait le courage en fait de mettre les mains dedans Aujourd'hui, et ne de l'ayant changer, pas quoi. fait, on le paye par l'impôt en grande partie, enfin par l'impôt. Alors, une partie, on paye par une surimposition, une surfiscalité générale, on va dire. Et l'autre façon dont on le paye, et ça c'est encore plus lâche, c'est en filant l'addition à nos enfants au travers de la dette. Bah, justement, en parlant des enfants, donc aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux travailler ou hériter? C'est quoi la question? Euh, bon, c'est une question épineuse. Il y a Zuckman en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais bon, il est vrai que il y a une déformation progressive depuis une vingtaine d'années de ces équilibres et une partie croissante, on va dire, des richesses qui se transmettent plutôt qu'elles ne se créent par le travail, quoi. Ce qui est profondément délétère, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, peu Bien sûr. importe, de mon point de vue, c'est délétère pour le moral des jeunes actifs. Ça donne pas envie de se lancer, hein. Et donc, c'est un sujet dont il faut qu'on se préoccupe. Euh, Après, là où je marquerais des différences par rapport aux idées d'un Zuckman ou d'un Piketty, c'est que d'abord, je pense que les causes fondamentales de ça, pour moi, c'est pas quelque chose de fondamentalement pourri au royaume du capitalisme. Euh, je pense qu'on n'a encore rien inventé de mieux que le capitalisme pour sortir les peuples de la misère dans le monde. Euh, ce qui a faussé la donne de mon point de vue, on parlait tout à l'heure avec le débasement monétaire, ce sont
des politiques de planche à billets, de taux artificiellement bas, en particulier depuis 2008, hein. En réalité, on n'a jamais soldé la facture de 2008. On a balayé la poussière sous le tapis avec des techniques financières que j'ose à peine évoquer, le quantitative easing, Oui. ou pour utiliser le langage pudique des banquiers centraux, les politiques monétaires non conventionnelles, pour ne pas dire que c'est juste de la planche à billets. Euh, et ça a créé progressivement une bulle de prix de quasiment tous les actifs. On peut le voir, on peut l'observer sur les valorisations des marchés actions, sur les obligations, évidemment, en particulier les obligations d'État. On le voit sur le private equity, on le voit sur l'immobilier, Ouais. qui est un actif pseudo quasi obligataire, à duration très longue, donc évidemment très sensible au taux. Et c'est ça pour moi qui déforme, c'est-à-dire on crée un effet richesse sur les actifs, donc évidemment ben, ceux qui en bénéficient. Alors, sur le papier, ce sont ceux qui détiennent les actifs. Alors, quand c'est votre résidence principale, c'est vraiment juste un effet papier, hein, parce que de toute façon, si vous revendez, il faut racheter autre chose. Donc, Ouais. la hausse des prix, vous la subirez quand même, hein. Évidemment, les salaires, eux, n'ont pas suivi cet effet d'inflation, enfin, d'inflation des actifs, ce qui progressivement enfin, voilà, fait tomber les jeunes générations dans un désespoir total, quoi, parce que la perspective pour eux de devenir propriétaire, qui était quand même un des moteurs voilà, de tout temps, enfin, période moderne, c'était un des moteurs des jeunes actifs pour essayer voilà, de se démener pour trouver un bon emploi et faire progresser ses revenus dans le temps. Bon, et aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Je crois que l'âge moyen aujourd'hui d'accession à la propriété, c'est 36 ans. Oui. Voilà. Et à côté de ça, en parallèle de ça, c'est un chiffre qui me fait tomber de ma chaise le jour où je suis tombé dessus. On a quand même créé un monde dans lequel on rend 71% des ménages français théoriquement éligibles au logement social. Je dis bien théoriquement, parce qu'évidemment, il y a 21% de logements sociaux en France, ce qui est déjà énorme, c'est un des chiffres les plus élevés en Europe. Et donc, on ne pourra jamais loger 71% de la population en logement social. Et je ne vois pas pourquoi on se donnerait cet objectif. C'est juste Ouais. insensé. Une société saine peut pas fonctionner en considérant qu'il faut porter assistance à 71% de la population sur quelque chose d'aussi essentiel que le logement, quoi. Ouais, donc il y a tout à revoir. Mais voilà, là où malgré tout je rejoins Zuckman et Piketty, c'est que voilà, il y a quand même le constat de départ doit quand même poser question. Il y a un effet de concentration progressive des patrimoines vers les extrêmes et qui risque fort de s'amplifier avec l'intelligence artificielle et qui risque de dévaloriser encore un peu plus le travail. Justement, c'était Donc il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Mais évidemment, de mon point de vue, la réponse n'est pas une taxe telle qu'il nous est proposée, ou enfin, la grosse faiblesse de leur raisonnement, c'est qu'ils raisonnent en économie fermée, quoi. Ils ne se rendent pas compte de la mobilité des très hauts patrimoines qui, si on leur impose une taxe de 2% par an, alors en plus, il y a une sorte de tromperie dans la présentation parce qu'on fait croire aux Français moyens, on a tendance à comparer une petite taxe de 2%, c'est rien du tout, alors que vous payez 30% de flat tax ou je ne sais quoi. Mais oui, mais c'est 2% sur un stock comparé à 30% sur un flux, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, n'importe quel milliardaire, genre, je ne connais pas personnellement, mais j'imagine que n'importe quel milliardaire qui se respecte et à qui on annonce qu'il va devoir payer 2% de sa base de patrimoine tous les ans à l'État français, voilà, son premier réflexe, ça va être de partir aux États-Unis ou je ne sais où. Donc ça fait partie de ces taxes qui rapporteront infiniment moins que toutes les simulations que les économistes nous en font. D'ailleurs, on a un exemple très récent hein, de ça. Le, la, la-
la contribution, alors je finis par oublier la CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus, hein, l'espèce de plancher de 20% qu'on a mis sur l'impôt pour que les personnes qui sont sur les tranches marginales d'impôt ne profitent pas trop des dispositifs de défiscalisation. Euh, elle a été mise en place l'an dernier. Euh, donc elle a commencé à s'appliquer sur 2025 pour la première fois. Ok. Donc on a relevé les compteurs là début 2026 sur combien elle avait rapporté dans sa première année d'introduction. Elle a rapporté un cinquième de ce qui avait été calculé par les génies de Bercy. Voilà. Ouais. Pourquoi? Ben parce qu'évidemment, les gens ne se comportent pas comme des vaches qui regardent passer les trains. Bien sûr. Ils s'adaptent à l'environnement fiscal. Mais ce qui n'a pas empêché nos députés de voter la reconduction de cette taxe pour une année supplémentaire, alors que c'était censé être une taxe temporaire. Mais toutes les nouvelles taxes sont toujours au début temporaires. Tu parlais de l'IA tout à l'heure. Sur un de tes podcasts précédents, tu as dit qu'il faut remettre les Français au travail et tu parlais justement en fait des jeunes et en tout cas de l'emploi des jeunes et des seniors notamment. Et là, on parle de l'intelligence artificielle. Justement, est-ce qu'il n'y aura pas en fait un problème au niveau de cela? Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, moi, je l'utilise au quotidien et à partir en fait d'un prompt ou d'un clic, on peut faire des présentations de A à Z aujourd'hui. Moi, si je compare, enfin, j'ai commencé ma carrière, j'étais consultant dans la tech. Aujourd'hui, en tout cas avec les LLM, ils peuvent faire au moins 80 à 95% en tout cas du travail que je faisais. Ouais, Euh, ouais, bien donc, sûr. euh, Bien sûr. Comment on fait en fait? Parce que là, en fait, en plus, tu as parlé du problème de la retraite où les chiffres que tu as donnés, c'est 1,7 actifs aujourd'hui, c'est ça? Ouais, ouais. Ça. Et bah, ça va baisser parce qu'il y aura moins de... J'avais dit, j'en profite pour corriger, j'avais dit 1,4 dans un autre podcast, mais en fait j'ai commis une erreur. 1,4, c'est une projection à 2050. Bon. Aujourd'hui, à l'instant T, c'est 1,7. Moi, ce qui est quand même très mauvais. Hein, ce qui est quand Oui, même bien très sûr, mauvais. bien sûr. Oui, donc j'aimerais bien avoir, en tout cas, toi, ton point de vue là-dessus, parce que oui, en tout cas, Ouais. faut remettre les Français au travail, mais là, il y a l'IA où c'est plus un buzzword. Là, c'est réel Alors, et il y a ouais. des Alors, métiers qui disparaissent. je commence par corriger une chose parce que, bon, tu vois, comme je suis en podcast, je suis très spontané. Ouais, Il m'arrive d'utiliser des mots qui sont pas les bons. Cette formule-là, c'est clairement pas la meilleure qui soit sortie de ma bouche. Remettre les Français au travail. Pourquoi je dis ça? Parce que inévitablement, dans le podcast en question, je me suis pris quelques commentaires voilà, de personnes qui se sentaient blessées par cette formule, qui semble englober tout le monde et dire que voilà, les Français sont des fainéants. C'était pas du tout mon propos. ok, Euh, mon propos, c'est un constat froid, objectif, complètement dépassionné, qui est que on a aujourd'hui en France une quantité de travail globalement, collectivement, qui est insuffisante à deux points de vue. Elle est insuffisante, on va dire, pour continuer à s'offrir tout ce qu'on a envie de s'offrir qui vient du reste du monde. bien sûr. Et ça, on le voit directement quand on regarde la balance commerciale française qui était très positive à la fin des années 90 et qui s'est dégradée à vitesse grand V, qui est devenue négative à partir de 2003 et qui continue de s'enfoncer presque tous les ans. Donc, à un moment donné, on va se prendre le mur, c'est-à-dire le reste du monde ne va pas continuer à nous livrer tout ce qu'on a envie de consommer alors qu'on paye à crédit, quoi, hein, en gros. Bon, puisqu'on ne sait pas produire suffisamment de choses dont le reste du monde, que le reste du monde, lui, a envie de nous acheter. Il nous reste les Airbus, mais ça commence à faire un peu léger, quoi. Euh, et les produits de luxe. Donc déjà là-dessus, on a un problème, et ça rejoint le problème de compétitivité de l'économie française que j'évoquais, qu'on a évoqué. Mais c'est aussi une autre façon de regarder le sujet, c'est que cette quantité de travail, comme c'est elle en fait qui porte la charge du financement, de l'essentiel du financement du système de protection sociale, qui lui a continué de croître tous les ans de façon gargantuesque. Et donc aujourd'hui, je suis désolé, personne ne doit le prendre personnellement, je ne stigmatise personne, mais globalement, on ne travaille pas assez pour continuer à s'offrir le niveau de protection sociale qu'on s'offre aujourd'hui. Donc on peut prendre le problème par tous les bouts. Soit on accepte collectivement, sans stigmatiser personne, qu'il va falloir qu'on travaille plus, euh, soit on accepte de faire des choix
dans la protection sociale parce qu'on ne va pas pouvoir éternellement vivre à crédit sur le dos de nos enfants. C'est ça, donc va falloir un moment comme bah, on en revient à ce que tu dis depuis le début de cette interview, en tout cas la classe politique, en tout cas qui avec un manque de courage et en tout cas un manque Et d'envie. donc ça bon, c'est un constat qui paraît objectif et qu'on pouvait déjà faire il y a 5 ans, avant que l'IA commence à pointer le bout de son nez. Bah, là maintenant avec l'IA, on va faire Mais quoi? l'IA, mais voilà, l'IA Qu'est-ce qu'on va faire là? va en plus poser un challenge très rapidement. Alors, je vais quand même évacuer le progrès technologique sur le long terme. L'histoire nous enseigne que il ne détruit pas globalement dans la masse, il ne détruit pas d'emplois. Hors période de transition. C'est-à-dire, on le voit, enfin, je te donne deux illustrations. La révolution industrielle au XVIIIe siècle, bon, on voit bien que si on prend 50 ans de recul derrière, bah, on a simplement transformé les emplois. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup moins d'emplois manuels et beaucoup plus d'emplois de services. On a inventé de nouveaux secteurs entiers, quoi. On a inventé le tourisme, les loisirs. Bon, bref. Euh, de la même façon, la révolution agricole, la mécanisation de l'agriculture au XXe siècle, bon, elle a détruit beaucoup d'emplois d'agriculteurs, mais on a recréé des emplois dans plein d'autres domaines. Avec l'IA, moi, je suis convaincu qu'on aura la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'en désintéresser, parce qu'à court terme, ça pose un problème d'adaptation de la force existante de travail, des compétences, qui est colossal. Et d'autant plus qu'il semble, pour l'instant, que cette vague d'IA, la vague de destruction temporaire d'emplois, va être vraiment un tsunami et qui va arriver beaucoup plus vite que les révolutions industrielles ou agricoles qu'on avait pu connaître, qui avaient été quand même plus progressives. Non, c'est après je Donc, ça va poser beaucoup de difficultés. Ça va inévitablement dévaloriser beaucoup de métiers qui seront amenés à disparaître. Voilà. Euh, et, alors bon, évidemment, ça pose plein de difficultés à l'échelle individuelle, hein. Ça veut dire que moi j'ai deux enfants, deux filles qui sortent en ce moment, enfin, qui font leurs études supérieures et qui s'apprêtent à commencer leur carrière. Et voilà, je leur en parle beaucoup de faire attention dans leur choix, dans leur parcours, d'intégrer ça dans leur choix pour bien, enfin, faire très attention à continuer à cultiver son employabilité, sachant que inévitablement, dans 10 ans, dans 20 ans, enfin, elles travailleront je ne travaillerai plus d'ici là, mais elles travailleront dans des environnements professionnels qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Des métiers entiers auront disparu et d'autres seront réapparus. Et il faudra avoir maintenu ces compétences suffisamment à jour pour être capable de profiter des nouvelles opportunités qui s'ouvriront. Donc, ça pose déjà des problèmes très sérieux donc, à l'échelon individuel, mais en plus, ça va nous poser, nous, en France, un problème de finances publiques. Et alors c'est pas moi qui l'ai écrit, mais j'ai publié un très bel article de Philippe Henry sur mon site il y a un mois de ça, qui s'inquiète en fait, quand on se compare à d'autres pays, ce qui est marquant dans la fiscalité française, c'est qu'elle pèse de façon beaucoup plus lourde relativement sur le travail par rapport à d'autres bases, d'autres types d'assiettes fiscales. En France, la fiscalité, et notamment les prélèvements sociaux, sont vraiment très, très lourdement assis sur l'assiette travail. ouais. Et donc, si temporairement cette assiette se met à fondre, en plus d'avoir un problème de chômage, au moins temporaire, et des problèmes de reconversion, on va avoir un énorme trou dans les recettes fiscales françaises. Voilà. Donc, voilà, je pense à notre personnel politique qui, ces 30 dernières années, n'a pas particulièrement brillé par ses capacités d'anticipation des transformations économiques, j'espère, se pose sérieusement la question aujourd'hui de comment on transforme notre modèle
notre modèle de finances publiques pour qu'il soit capable de résister au choc qui approche, qui est le choc de l'IA. Ok. J'ai pas de baguette magique, hein, j'ai pas de baguette magique, mais il faut se creuser les méninges, hein, parce que le système actuel ne tiendra pas. Après, Il est déjà très mal en point, mais ouais, il va encore se dégrader. ouais, c'est ça. Mais en fait, je te posais la question parce que même, je sais que tu parlais de la destruction créatrice, bon, qui a été théorisée par Schumpeter. Donc, moi, c'est Ouais, mon Schumpeter, bien plateau. sûr. Parce que l'exemple que tu viens de donner au niveau de la révolution industrielle, mais là, comme tu l'as rappelé, c'est très rapide. Si je compare par rapport à l'année dernière et maintenant ce que j'arrive à faire avec Claude, c'est juste incroyable, quoi. Je veux dire, en un prompt, tu peux coder un site. On va dire les métiers qu'on disait, on va dire, au capital intellectuel, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus touchés que ce qu'on appelle l'école bleue, les blue collars. Donc, c'est vrai que. Ouais, oui, oui, mais alors, enfin, moi, il y a une problématique à laquelle je m'intéresse autour de ça. Il y a quand même une faiblesse dans les modèles de l'IA générative, qui est que, comment dire, il y a quelque chose de récursif, c'est-à-dire que si ces modèles d'IA sont si performants, c'est parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à se nourrir, à s'entraîner sur de l'intelligence produite par des humains, sur Ouais, des contenus produits par des humains. Enfin, je le vois en tant que producteur de contenu. Et si je demande à Claude de me faire une synthèse de l'actualité, de l'actualité économique ou financière, bon, je vois bien les sources qu'il va chercher et il continue à s'appuyer sur de l'intelligence encore très largement humaine. Euh, et là, on a un énorme problème de propriété intellectuelle, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi le premier, hein, je mets des articles dans l'espace public. Je n'ai pas donné mon consentement au moteur d'IA pour venir s'entraîner et recracher l'intelligence que j'ai produite sans me payer quoi que ce soit, quoi. Il y a un détournement de propriété intellectuelle. hmm, Et donc, à un moment donné, si on ne règle pas ça d'une façon ou d'une autre, on va tuer tous les producteurs de contenu en chair et en os, comme moi, qui en auront assez de produire sans gagner leur vie parce qu'ils se font piller leur travail par des IA. Et ce jour-là, les IA perdront leur intelligence, hein. Je veux dire, enfin, les IA vont commencer à se nourrir de contenu qui lui-même, en fait, aura été produit par une IA jusqu'au moment où on finit par raconter n'importe quoi parce qu'il n'y a plus d'humain dans la chaîne pour mettre vraiment de l'intelligence dans l'analyse, quoi. ok. Donc, il y a quand même un truc à régler. Alors, je ne sais pas comment ça se réglera, mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose de pourri au royaume économique de l'IA, quoi. Ok. Il y a une forme de détournement de propriété, me semble-t-il. Donc là, on a parlé d'IA, qui est une techno. Je voulais aussi avoir ton point de vue sur la crypto. Donc on a parlé de l'or euh, au tout début de l'interview. Tu as donné en tout cas quelques éléments de réponse et quelques stratégies. Et toi, personnellement, c'est quoi ton point de vue face à la détention de crypto-monnaies? T'en penses quoi en tant que personne qui a... Alors moi, bon, ça c'est mon côté vieux banquier un peu ringard. Je n'y ai jamais touché. Je reconnais, enfin je comprends que la crypto, enfin les cryptos les plus saines, disons, on va dire Bitcoin, euh, cherchent à régler le problème, cherchent à régler par le code le problème de la rareté, que quelque part, en inscrivant dans le code de Bitcoin que on limite, on cape le volume de Bitcoin qui sera en circulation à tout jamais, bon, ben, on se protège des dérives qu'on évoquait, des politiques ou des banquiers centraux qui veulent faire tourner la planche à billets. Donc, quelque part, on retrouve la même logique que quand on achète de l'or. La valeur, ce qui fait la valeur de l'or, c'est sa rareté. Mhm. Ce qui me gêne avec les cryptos, c'est que euh, là, la rareté, elle est purement conventionnelle. Euh, mais elle n'est appuyée, enfin, elle n'a pas les, les soubassements industriels et culturels d'un métal comme l'or ou l'argent.
qui, en plus d'avoir une valeur intrinsèque de rareté, ont aussi des usages industriels, des usages culturels qui remontent à des millénaires, quoi, et qui vont pas disparaître demain matin. Ce qui m'a toujours fait peur avec des cryptos, c'est que sans ces sous-bassements culturels, industriels ou les sous-bassements d'autorité type banque centrale, gouvernement, capacité à lever l'impôt, qu'ont les vraies monnaies, enfin les monnaies fiat, je ne devrais pas dire les vraies monnaies, mais les Je monnaies comprends. structurales, euh, enfin, pour moi, ça rend le système extrêmement volatile en cas de choc. Et on le voit depuis quelques mois, quoi. C'est-à-dire que quand les investisseurs commencent à chercher la sortie, il y a plus, il y a pas de limite. Il y a pas de, enfin, voilà, c'est comme dans un cinéma qui brûle où tout le monde se rue vers la sortie de secours. Donc ça me fait peur et pour ces raisons-là, moi, je n'y ai jamais touché. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des fortunes avec ça, hein. Je respecte, hein, mais je touche à mes limites de compétences, donc je préfère rester à l'écart. Ok. Voilà, au moins une réponse claire. Euh, on va revenir un peu sur l'immobilier. Donc là, tu m'as dit, tu sais, tu m'as donné l'exemple de tes filles qui viennent de rentrer dans le monde du travail. Euh, tu donnerais quoi comme conseil, en tout cas, si soit elles veulent acheter leurs biens ou si elles veulent faire de l'investissement locatif? C'est quoi un peu tes positions par rapport à ça? Alors, bon, je pense qu'il faut bien serrer les choses. La Logement, question de la résidence l'accès au principale, logement, l'accès ouais, à la alors, résidence principale. Commençons par ça. sous l'angle résidence principale, Langue résidence principale. j'ai presque envie de dire que le sujet est non financier, c'est-à-dire que c'est presque pour le commun des mortels, c'est un besoin de sécurité presque psychologique de savoir qu'on est propriétaire du toit. Ok. Voilà. Euh, et donc, alors, il peut y avoir des exceptions, mais en règle générale, enfin, si c'est ça qu'on ressent, et si on a besoin d'avoir cette sécurité, de savoir qu'on n'a plus à payer un loyer à quelqu'un, etc., bon, même si en réalité on paye un loyer à la banque, hein, sur l'emprunt qu'on a fait, mais bon. Euh, si on a ce besoin psychologique, il ne faut pas se poser trop de questions. Et un des premiers objectifs financiers qu'on peut avoir quand on est jeune actif, c'est commencer à mettre de l'argent de côté pour constituer ce qui deviendra l'apport personnel dans le projet d'acquisition de résidence principale. Aujourd'hui, en France, on a coutume de dire qu'en gros, sur des projets raisonnables par rapport à ses revenus, il faut, pour être en situation d'avoir une discussion de bon niveau avec son banquier, il faut venir avec en gros 10% de la valeur du projet en tant qu'apport personnel. Hmm. Donc ça, c'est un objectif qu'on peut se donner. Le petit mot de mise en garde quand même que j'aurais pour mes enfants là-dessus, c'est quand même être sûr avant de franchir le pas, de devenir propriétaire, quand même être sûr qu'on a de la visibilité, de la stabilité devant soi, stabilité géographique et stabilité de taille du foyer. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut bien se dire qu'à chaque fois que vous achetez ou vous revendez un bien pour en acheter un autre, vous vous prenez en France entre, allez, classiquement, 12 à 13% de coûts de frottement. Frais de notaire, alors mal nommé frais de notaire, hein, j'aime pas utiliser ce terme parce qu'en réalité, pour l'essentiel, c'est une taxe, hein, c'est pas le notaire, hein, ne se garde pas dans la poche. Et puis, frais d'agence. 12 à 13% de la valeur du bien qui part en fumée. Si on regarde ça relativement à du locatif, enfin, rester locataire, allez, en région parisienne, on tourne autour de 3% de rendement locatif. Ça veut dire que vous laissez l'équivalent de 4 ans de loyer au moment où vous emménagez, quoi. Donc, il faut être sûr que ce bien est bien celui dont vous avez besoin pour au moins 4 ans, Ok. en considérant que les prix resteront stables. Après, évidemment, les prix peuvent évoluer, mais si on ne veut pas piler, il faut être sûr qu'on a au moins 4 ans devant soi. Sinon, c'est clair et net, il vaut mieux rester locataire. Ok.
Et en réalité, j'irais même au-delà de ça, parce que si on ajoute les coûts de financement, etc., en réalité, je pense qu'il vaut mieux avoir une dizaine d'années devant soi pour que ça ait vraiment du sens de devenir propriétaire. Non, financièrement, ça a sans doute plus de sens de rester locataire, mais encore faut-il trouver un bien à louer, parce qu'aujourd'hui, avec la situation de pénurie de logement qu'on a, ça devient la foire d'empoigne de trouver des logements à louer. Donc, bon, ça, c'est la question de résidence principale. Après, l'investissement locatif, bon, aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment bien réfléchir, hein, parce que on a créé un environnement qui est quand même assez détestable pour, pour l'investissement locatif, détestable sur le plan fiscal, parce que, et ça c'est un choix, hein, de mon point de vue, c'est vraiment un choix des pouvoirs publics depuis la crise de 2008, de transférer progressivement une part toujours plus importante des recettes fiscales sur la vache à lait du logement plutôt que sur d'autres formes d'assiettes. Pourquoi? Parce que voilà, le travail et encore plus le capital ont cette mauvaise caractéristique d'être mobile. C'est ça. Le capital encore plus que le travail. Mais bon, le travail, si on tape trop dessus quand même, ça pose des difficultés. Alors que le logement, il ne va pas partir à Bruxelles ou à New York, hein. On sait qu'il restera. Donc ça, je pense que ça va se poursuivre. Donc il y a un environnement fiscal absolument détestable pour l'investisseur locatif. Et puis vous ajoutez à ça, on va dire, une surréglementation générale, alors dans tous les domaines, mais qui est particulièrement flagrante en matière de logement. Je vous donne une illustration de ça, hein. On nous a mis en place des règles, des obligations de rénovation énergétique, hein, pour les bailleurs, pour les propriétaires, enfin les gens qui louent des logements. Donc ça fait 5 ans que ça existe, hein, avec les histoires de passoires thermiques. Mm. Bon. Quand vous croisez le mode de calcul du TPE, du diagnostic de performance énergétique, donc comment on calcule, comment on détermine que ton logement c'est une passoire thermique ou pas, et que tu croises ça avec les critères d'éligibilité aux aides, parce qu'en face, comme on a mis des contraintes, on a aussi mis des aides. Donc les aides MaPrimeRénov', où on a aussi construit des usines à gaz. Donc, quand on croise ces deux paramètres, on a créé un environnement qui a changé 15 fois en 5 ans. 15 fois en 5 ans. Donc 3 fois par an, on nous change soit le mode de calcul du DPE, soit les critères d'éligibilité au truc MaPrimeRénov'. Et le dernier en date, 1er janvier, on a revu, on a allégé les facteurs de calcul pour les logements qui sont intégralement chauffés à l'électricité. Bon, ce qui est très bien en soi, je pense qu'on aurait dû le faire dès le début. Sauf que entre-temps, depuis 5 ans, vous avez des bailleurs qui se croyaient en passoire thermique, alors que, voilà, en réalité, 4 ans plus tard, on fait sortir du statut de passoire thermique sans rien faire, juste par l'instabilité réglementaire. Je crois que c'était 600 000 logements qui, miraculeusement, ne sont plus des passoires thermiques. Bon, voilà, c'est à vous dégoûter. Enfin, on ne peut pas investir dans un environnement qui est aussi instable. Enfin, moi, je m'en garde. C'est, voilà. Donc, pour un investisseur qui veut avoir de l'immobilier malgré tout dans son patrimoine pour des raisons de diversification, ce que je peux comprendre, bon, d'abord, quand même tenir compte de la résidence principale, hein, qui expose déjà aux aléas du marché immobilier. Euh, mais sinon, le moyen de compléter ça pour ceux qui le souhaitent, de mon point de vue, règle générale, après il peut y avoir des niches, mais euh, pour moi, moi, je privilégie plutôt le format foncière cotée. Donc, les foncières cotées, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des très grandes sociétés qui sont cotées en bourse, notamment à la Bourse de Paris, mais pas que, hein. On en trouve aussi à l'international, et qui constituent des portefeuilles très diversifiés d'actifs immobiliers. Mais là, on va être plutôt sur de l'immobilier commercial plutôt que du logement, qui évidemment assure toute la gestion de ce parc. Donc, bon, voilà, vous avez pas, on ne va pas vous embêter le dimanche parce qu'il y a une chute d'eau dans l'appartement que vous louez.
Vous n'allez pas non plus vous soucier de collecter les loyers auprès des locataires qui ont des problèmes financiers. Bref, c'est un confort bien plus important. Euh, Vous entrez dans ces véhicules-là avec des niveaux de décote sur ce qu'on appelle l'actif net réévalué, c'est-à-dire la valeur d'expertise des actifs sous-jacents, qui aujourd'hui sont entre 30 et 35%, alors que vous avez d'autres formats type CPI où au contraire on vous fait payer des droits d'entrée pour rémunérer les distributeurs qui peuvent monter jusqu'à 10%. Voilà, vous en tirez un rendement. Enfin, moi, je ne les ai pas toutes en tête, mais sur une belle foncière, moi j'ai du Covivio en portefeuille. Mhm. Euh, Sur du Covivio, aujourd'hui, on va chercher entre 6 et 7% de rendement de dividendes annuels. Cerise sur le gâteau, tout ça est traité en mode fiscalité du capital, donc en fait flat tax, Ouais. ce qui est infiniment plus favorable que le traitement des revenus locatifs, qui en plus vous expose à l'IFI, vous expose à la taxe foncière, vous expose à... Bref. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Je préfère très nettement faire ça comme ça. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire en immobilier direct, hein, mais il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Il faut vraiment avoir bordé tous les paramètres. De mon point de vue, c'est devenu de plus en plus difficile de trouver des projets qui sont vraiment cash flow positifs sur les premières années, euh, parce que les rendements locatifs ne sont pas vraiment remontés, alors que les taux d'emprunt, eux, beaucoup remonté et risque encore de remonter là, dans les mois qui viennent. Ouais. Euh, voilà. Je vais faire une exception tout de même, c'est que je pense qu'il y a encore de très belles choses à faire, mais là c'est pour des semi-professionnels, voire vraiment des gens qui en font leur métier, sur, on va dire, de l'investissement tactique sur des actifs à transformer. C'est le métier de marchand de biens hein, pour ceux qui en font leur vrai métier. Et je pense en particulier au fait que il y a un phénomène lourd et depuis déjà quelques années qui est pas prêt de s'arrêter, que j'ai baptisé le solo boom, qui est le fait que les ménages français sont de plus en plus petits. Parce que allongement de la durée de vie, parce que divorce, parce que bref, il y a plein d'explications à ça. Mais en tout cas, c'est un phénomène très lourd et de long terme. Si bien que on voit il se forme de façon de plus en plus nette dans les grands bassins d'emploi. Hein. Après, je dis pas faire attention, pas aller investir dans les villages en voie de désertification au milieu de nulle part, mais dans les grands bassins d'emploi, il y a un phénomène de plus en plus net de désaffection des grandes unités, des grands appartements pour familles nombreuses. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de les placer dans le marché de l'immobilier actuel. Mm. Tout simplement parce qu'il n'y en a plus des familles nombreuses, de moins en moins. Euh, et à l'inverse, il y a une demande de plus en plus évidente vraiment pour des petites unités, studios, deux pièces, voilà. Mais très bien situées, près des nœuds de transport, euh, voilà quoi. Et du coup, voilà, ça ouvre aussi des possibilités d'investissement tactique pour repositionner certains actifs. Voilà. On peut encore très bien gagner sa vie là-dessus, mais voilà, c'est un métier, quoi. Il faut connaître sur le bout des doigts les réglementations, l'histoire de gouvernance de copro. Il faut être sûr de ne pas surpayer l'actif à l'entrée. Enfin, bon, c'est un métier, quoi. C'est difficile de faire ça le soir en sortant du boulot. Voilà. Il y a des gens qui aident à donner de la visibilité sur ça ou faire des co-investissements. Il y a une fédération, je connais très bien parce que j'y interviens souvent, il y a une fédération des marchands de biens, FMB, qui est très bien organisé et qui a des parcours de formation pour mettre le pied à l'étrier des jeunes enfin des jeunes ou moins jeunes qui veulent se lancer dans ce métier. Ok. Voilà, non, ça s'improvise pas, quoi. Ça demande pas mal de compétences juridiques, techniques. Il faut avoir accès aux bons artisans qui travaillent bien, au bon prix. Enfin, bon, ça demande un bagage de compétences qui est pas évident. Olivier, on va s'approcher de la fin, donc là, donc on a parlé en tout cas de l'acquisition de son premier logement.
Euh, Est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut avoir accès à un bien? Enfin, je veux dire, c'est pas toute la population, en tout cas, qui ont les revenus nécessaires pour accéder à un bien, sans compter qu'ils peuvent avoir d'autres crédits à côté, crédit auto, crédit conso, etc. Euh, donc, c'est quoi ton point de vue, toi, par rapport à ça? Est-ce que parfois, en fait, il faut dire non? Par exemple, toi, tu as travaillé, enfin, tu as dirigé à la CAFPI. Est-ce que parfois, enfin, tu as vu des milliers de dossiers passer, et est-ce que parfois, en fait, tu vois un dossier et tu te dis non, enfin, c'est Ah pas bah, possible. non, mais bien sûr, mais c'est même, je veux dire, c'est un peu, je veux pas non plus caricaturer, mais c'est une des compétences clés d'un bon courtier, hein, c'est d'être capable de déceler dès le premier entretien que là, on est sur un dossier qui est pas réaliste et sur lequel c'est pas la peine de perdre du temps parce qu'on ne pourra pas le mener au bout, hein. Donc ça peut être lié, alors soit à voilà, des personnes qui effectivement qui n'ont pas une vision réaliste de la réalité, enfin de leur vrai pouvoir d'achat immobilier, plutôt de leur vraie capacité d'emprunt. C'est ça le facteur limitant. Voilà. Ça peut être lié aussi à des personnes qui sont pas encore dans des formes d'emploi suffisamment stables. Bon, oui, l'auto-entrepreneur qui n'a pas encore trois bilans, le- la personne qui enchaîne les CDD, bon, voilà, ça va être compliqué pour trouver la banque qui est prête à suivre. Donc là, bon, il y a un peu d'éducation à faire vis-à-vis de ces personnes-là pour qu'elles comprennent les conditions qu'elles doivent remplir avant de pouvoir revenir et réalistement espérer devenir propriétaire. Et puis après, il y a des trucs bêtes souvent, mais bon, qui peuvent se gérer dans le temps, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas fait très attention au fonctionnement de leur compte bancaire. C'est que toutes les banques demandent au moins 3 mois de relevé de compte, hein. Bien sûr. Et évidemment, si sur ces relevés de compte, elles voient des découverts à répétition, voilà, des gens qui ne sont pas raisonnables, enfin, qui se mettent dans des situations difficiles, voire du surendettement avec des cartes revolving ou enfin, des crédits revolving, des trucs comme ça. Oui, là, on peut facilement faire fuir le banquier, alors qu'à côté de ça, il y avait des jolis revenus, quoi. Donc, dans ce Ouais. cas-là, l'approche, c'est de dire à la personne très poliment, bon, là, attention, sur les 3 derniers mois, ça va pas le faire. Donc, voilà comment il faut que vous fassiez, enfin, voilà à quoi vous devez faire très attention dans les 3 mois qui viennent. Et revenez, et on en reparle dans 3 mois, à ce moment-là, on essaiera de monter un dossier, quoi. Et je veux dire, là, il y a cette Ça question. peut aussi passer, et ça peut aussi passer occasionnellement par de la restructuration Ok. de dettes existantes, hein. S'il y a des dettes très court terme avec des taux super élevés, type revolving, etc. Bon, ben souvent, en fait, en restructurant un peu le passif, on arrive finalement à remettre la personne sur les bons rails. Écoute, là, ça va être l'une des dernières questions. Euh, Quelqu'un aujourd'hui, on va dire, qui démarre de zéro, il n'a pas de réseau, il n'a pas de capital, mais il veut rentrer dans la finance, il veut rentrer dans le courtage. Il fait quoi concrètement pendant les 60 à 90 premiers jours? Est-ce qu'il y a un plan d'action précis que tu peux partager avec nos auditeurs pour ceux qui veulent entrer dans ce monde? Je suis pas sûr d'avoir compris l'exercice. Tu me parles d'un jeune diplômé qui arrive sur le marché de l'emploi? Enfin, quel type de profil on parle? On parle, oui, c'est ça, ça peut être un jeune diplômé qui arrive sur le marché de l'emploi et justement qui veut aller dans le monde de la finance, le monde du courtage. Comment est-ce qu'il fait? Alors, bon, d'abord, moi, enfin, je n'irai pas. Je suis désolé s'il y a des courtiers qui nous écoutent et qui seront blessés par ce que je vais dire, mais je n'aurais pas pour première idée, en sortant des études, de se lancer directement dans un métier d'indépendant comme le métier de courtier, où les débuts sont difficiles, hein. Il faut faire son trou, il faut aller chercher des clients. Enfin, il faut d'abord aller chercher des apporteurs d'affaires qui voudront bien vous envoyer des clients.
vraiment, typiquement, hein, même pour les bons, il y a 12-18 mois qui sont vraiment difficiles avec des niveaux de revenus très faibles. Mhm. Euh, voilà, parce que vous n'êtes pas salarié avec un salaire fixe qui tombe à la fin du mois. Voilà. Donc, j'aurais plutôt tendance à aller faire mes armes dans des structures plus classiques, typiquement banque ou autre, hein, où on sait que on arrive dans un environnement bien cadré, avec des processus de transmission des savoirs qui vont nous permettre d'engranger les premières années, d'engranger rapidement des compétences, et de se donner un peu de temps et de stabilité de revenus pour observer pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, bon, ben voilà, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime pas, quelles sont les compétences sur lesquelles je me démarque et je sais que je suis meilleur que mes petits camarades, quels sont à l'inverse les trucs que je sais pas faire ou que j'ai pas envie de faire. Je sais pas. On voit par exemple plein de jeunes banquiers qui arrivent dans le métier du courtage et qui découvrent dans les 6 premiers mois où ils découvrent le courtage, qui réalisent qu'en fait, c'est un métier où il faut aller prospecter, il faut aller frapper à des portes d'agents immobiliers qui ne vous ont pas attendu pour faire du business et les convaincre de vous envoyer des clients. Bon. Il y a des gens qui détestent ça, qui découvrent, qui détestent ça ou qui sont très mauvais dans cet exercice et qui, du coup, jettent l'éponge. Donc, autant se donner quelques années pour y voir plus clair sur ses compétences, qu'est-ce que je sais faire, où est-ce que je suis bon et où est-ce que je suis moins bon, avant de ensuite faire des choix plus audacieux, on va dire, en termes d'entrepreneuriat, où là, du coup, on va se mettre en risque sur la stabilité de ses revenus. Éventuellement, on va se mettre en risque aussi sur un peu de capital, s'il faut mettre du capital dans le truc. Enfin, donc, voilà. Moi, je n'aurais pas comme réflexe en sortant de l'école ou de la fac de me lancer directement entrepreneur. Mais après, certains l'ont fait et ont très bien réussi. Hein, donc, pas non plus la science infuse. Ok. Donc, c'était le mot de la fin. Donc, Olivier, si les auditeurs ils veulent avoir un peu plus de contenu de ta part, te suivre, avoir des infos, comment ils peuvent faire? Ouais. Où est-ce que tu es Alors, il y a deux disponible? adresses. Il y a deux adresses. Vous allez sur moneysmart.fr. Je pense qu'on mettra le lien, si tu le veux bien, dans le Bien sûr, descriptif on mettra le lien. Oui. du podcast. Donc là, vous trouverez tous mes articles et vous pourrez vous abonner gratuitement à la newsletter du dimanche. Euh, ou si vous êtes plus sur réseaux sociaux, vous pouvez aussi me suivre. Mais en revanche, c'est LinkedIn uniquement. Je boycotte tout le reste, mais n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Voilà.